Bonjour chers parents du 21e siècle, ici Éric Lantier au microphone et merci de prendre part à cette édition du 14 octobre 2020. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais répondre à la question suivante. Est-ce qu'un enfant a le droit d'être différent? Parce que plus on comprend et plus on accepte l'unicité d'un enfant, plus il se sent aimé. Et c'est ce qu'on veut pour nos enfants. Eh bien, on désire éduquer nos enfants en fonction de leur unicité. Et si vous avez ce désir, si vous êtes porteur de ce désir, alors vous allez tenir compte de différentes particularités. Ces particularités physiques, morales, sa manière différente d'apprendre. C'est important parce que chaque enfant, en fait, chaque individu a un type d'intelligence qui est différent. Par exemple, moi j'avais un ami qui était très bon en sciences. Moi, en sciences, je suis vraiment pas bon. J'ai échoué mes sciences au secondaire. Mais par contre, sur le plan de la langue, lorsqu'il était question de parler l'anglais, j'avais des meilleurs résultats que lui. Pourquoi? Parce que notre intelligence est faite de manière à ce qu'il y a certaines dimensions de la vie qui sont plus faciles à connecter, à faire des liens. Il y a des intérêts différents. Par exemple, M. Gardner a lui mis au point, il a découvert par des recherches scientifiques qu'il y avait 8 types d'intelligence. Bon, il y en a une neuvième là, qui a ajouté, mais en fait, il y en a 8 principales sur lesquelles il a développé sa théorie. Mais c'est intéressant parce que certains, comme je le mentionne, ont une intelligence linguistique. Moi, je connais une dame qui, elle apprend des langues aussi facilement qu'une autre personne pourrait apprendre une bonne recette de gâteau. Il y a des gens qui ont une intelligence logico-mathématique. Je pense à un pasteur à notre église qui vraiment a ce type d'intelligence-là, qui est capable de faire des liens, de raisonner, d'arriver à des conclusions. Il y a une logique qui se tient, qui est rigoureuse. Et donc, les mathématiques, c'est à ça que ça sert, justement, de développer une logique, un parcours de raisonnement. Il y en a qui ont l'intelligence spatiale. Il y en a qui ne l'ont pas du tout. C'est quoi ça? C'est pas l'intelligence de s'en aller dans l'espace. L'intelligence spatiale, c'est justement d'avoir des points de repère, d'avoir le sens de l'orientation, d'être capable de bien mesurer les distances, par exemple. L'intelligence intrapersonnelle, eh bien, c'est de se comprendre soi-même, d'être capable d'identifier les émotions qu'on est en train de vivre, ce qui se passe dans notre intérieur, dans notre intériorité. L'intelligence interpersonnelle, qui est différente de l'intra. Intra, ça vient de l'intérieur. Inter, ça veut dire que ça va vers l'extérieur. Capacité de comprendre les autres, de communiquer avec eux, d'anticiper l'apparition d'un comportement. Imaginez, si vous êtes en couple et vous avez une intelligence intrapersonnelle, très connectée avec vos émotions, et vous avez une autre, puis vous êtes marié, par exemple, à une personne qui a une intelligence interpersonnelle. Donc, elle va être capable d'identifier vos émotions. Vous allez être capable d'identifier ses émotions, pardon. Et donc, à ce moment-là, ça peut amener un complément assez intéressant. Mais parfois, on ne se comprend pas parce qu'on ne voit pas les situations du même angle. Il y a l'intelligence corporelle kinesthésique. Donc, il y en a comme, j'ai un ami, c'est drôle, c'est le mari de cette dame qui a une intelligence linguistique extraordinaire, mais son mari, lui, il a une intelligence corporelle kinesthésique. Ça veut dire quoi? Il apprend n'importe quel sport, il capte ça là, comme s'il apprenait à jouer aux cartes. Vraiment. Il pourrait devenir un champion de golf. Pourtant, il n'a presque pas pris de leçons. Il capte tout d'un coup. Il a compris le mouvement et allez hop, il y va. Il y en a qui ont l'intelligence musicale. Hein. Je pensais à un chanteur populaire. J'avais vu une entrevue avec Bono du groupe U2 et il était interviewé par un pasteur. Et à un moment donné, il se dit, moi, je me lève le matin et j'ai des mélodies qui me viennent à l'esprit. Et lui, il est devenu riche à cause de ses mélodies, évidemment. Et donc, il y en a qui ont cette intelligence musicale. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Il y a l'intelligence naturaliste, donc c'est qui permet de classer les objets, de les différencier en catégories. Alors, ils sont capables vraiment, ils ont cet esprit-là de classifier, de mettre en ordre, de faire des repères. Et ça devient intéressant. Évidemment, bon,
il est question aussi, M. Gardner parlait d'intelligence existentielle, mais il la place dans une autre catégorie. Donc, c'est cette intelligence d'avoir une capacité spirituelle plus développée. Certains, par exemple, ont cette facilité-là à comprendre des concepts spirituels. Évidemment, la spiritualité, ça se développe. Ce n'est pas seulement ceux qui ont développé une intelligence existentielle ou spirituelle qui ont la foi, par exemple. Mais il y a des gens comme des gens qui vont avoir une intelligence logico-mathématique ou spatiale, vont être prédisposés à mieux intégrer certains concepts qui sont reliés à la dimension de la foi ou de la spiritualité. Mais là, ça, c'est les différentes manières d'apprendre. Imaginez, vous avez les tempéraments, hein? Vous avez les 4 tempéraments. Vous avez un enfant peut être principalement flegmatique, colérique, mélancolique ou sanguin. Mais vous avez aussi des façons d'apprendre. Vous avez des visuels, des auditifs, des kinesthésiques. Donc, un kinesthésique, c'est celui qui apprend en le faisant, en manipulant des objets. Et chaque enfant a ses propres dons, ses propres faiblesses, ses propres besoins. Et en plus de ça, pourquoi je vous raconte tout ça? Pourquoi je vous partage tout ça? Vous allez dire, hey, c'est beaucoup d'informations. Bien, simplement pour vous amener à réaliser qu'un enfant, c'est unique. Puis imaginez, s'il y a une intelligence spatiale, mais il est auditif, c'est complètement différent que s'il y a une intelligence spatiale puis kinesthésique. Voyez-vous comment que la complexité qu'on retrouve dans les différences, c'est énorme. Et moi, je le sais en ayant été enseignant, même si j'essayais d'enseigner le mieux possible, je ne pouvais pas rejoindre tout le monde. Donc, ceux que je ne rejoignais pas, il fallait que je leur donne des compléments ou j'amène des approches différentes dans mon enseignement. Et donc, même si les enfants ont différentes manières d'apprendre, des dons, des faiblesses, des besoins différents, bien aussi, il faut comprendre qu'en tant que garçon ou fille, ces besoins-là se manifestent d'une manière assez différente. Par exemple, si on relie les besoins au sexe de l'enfant, au genre de l'enfant, eh bien à ce moment-là, si un garçon est trop couvé, bien, il va se développer en croyant que bien, ses parents ne lui font pas confiance. Alors, ils ont besoin de sentir, les garçons, qu'on leur fait confiance. Tandis que les filles, si on les traite comme des garçons, si par exemple, on dit « Ah, moi, j'y fais confiance, elle peut se débrouiller tout seul », bien, parce qu'elle demande plus d'attention, plus d'écoute, eh bien, si on la traite comme un garçon en disant « Ah, t'es digne de confiance, on te laisse aller », elle va voir ça comme un signe d'indifférence. Voyez-vous comment c'est important de comprendre que nos enfants sont uniques. Et oui, malheureusement, l'école n'est pas faite pour mettre en valeur ces différenciations parce que l'enseignante, c'est un être humain comme tout le monde et elle a des objectifs à atteindre. Et cette diversité-là, oui, la majorité des enseignants et enseignantes vont en tenir compte parce que ce sont des professionnels, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas toujours évident. Mais nous, en tant que parents, on peut tenir compte de ces réalités-là et dire « Oh, un instant, peut-être que lui ou elle ne réagit pas comme je l'aurais souhaité parce que justement, je n'ai pas le même type d'intelligence. Je suis, par exemple, un papa, puis je ne dois pas parler à ma fille comme je parle à mon garçon. Et est-ce que quand je lui parle comme un auditif, une auditive, ou je lui parle comme un visuel, une visuelle, une kinesthésique? Alors, il y a ces réalités-là. Et vous allez me dire, ouais, mais Éric, là, un instant, on n'est pas tous des enseignants formés. Oui, je suis d'accord. Mais, comment dirais-je? C'est là qu'on a besoin d'apprendre en tant que parent et de simplement avoir ce recul-là en disant, oh, un instant. Est-ce que mon enfant réagit parce que je n'ai pas été assez clair? Est-ce que mon enfant réagit parce qu'il ne perçoit pas les choses de la même façon que moi? Déjà là, si votre enfant sent que vous cherchez à lui communiquer avec une compréhension de qui il est, même si vous n'avez pas toutes les habiletés,
il va le ressentir, ça. Vous avez, par exemple, des sprinteurs, des marcheurs, des sauteurs. Vous allez dire, ah, c'est quoi ça? Ben, un sprinteur, c'est celui qui apprend vite. Hein? Vous savez, un sprinteur, par exemple, moi, j'aurais rêvé de faire du 100 mètres en 11 secondes. Le meilleur que j'ai pu faire, c'est 13 secondes. Alors, bon, je me suis dit, j'étais à 2-3 secondes d'un champion olympique. C'est quand même pas si bien. C'est pas si mal. Mais c'est pas suffisant pour se rendre justement au grand championnat. Le sprinteur, c'est celui qui apprend très vite. Le marcheur, lui, c'est celui qui avance à un rythme régulier puis qui démontre progressivement des signes de progrès, d'amélioration. Le sauteur, lui, c'est celui qui fait du surplace. Il va se reposer sur ses acquis. Puis, il n'aimera pas être défié. Il n'est pas trop ouvert à la nouveauté jusqu'à temps qu'il y ait un déclic, qu'il y ait un besoin, une réalité qui le stimule et qui, à ce moment-là, va le faire réagir. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de plus de temps que les autres, par exemple. Et c'est pour ça que c'est important d'observer, de poser des questions, par exemple, aux enseignants, aux enseignantes qui sont avec vos enfants. S'ils sont d'âge préscolaire, de demander à l'éducateur, à l'éducatrice, poser des questions sur sa personnalité. Et maintenant, avec l'accès Internet, vous pouvez faire des recherches, des lectures pendant que vos enfants font dodo pour mieux comprendre votre enfant. Donc, ça peut être le type d'intelligence. Vous allez voir les types d'intelligence de M. Gardner. C'est assez facile à trouver. Il y a beaucoup de matériel sur les visuels auditifs et kinesthésiques maintenant, sur la toile, sur Internet. Vous avez, par exemple, l'intelligence genrée qui va donner des renseignements sur les différences entre les garçons et les filles. Et vous pouvez développer toute cette notion-là de sprinter, marcheur et sauteur pour mieux saisir votre enfant. Donc, quand vous lui communiquez un besoin, vous lui communiquez une consigne, vous êtes là pour le responsabiliser, mais c'est important qu'il puisse sentir que vous tenez compte de son unicité. Et je vous invite à l'observer pour apprendre à le connaître, à l'apprécier pour ce qu'il est. Et c'est ça, un enfant ne doit pas être simplement apprécié pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et un des bons moyens pour amener un enfant à se sentir apprécié pour ce qu'il est, c'est en mettant en valeur son caractère. D'accord? Par exemple, un enfant a rangé sa chambre. Eh bien, vous, au lieu de lui dire « Hey, bravo, tu as rangé ta chambre », bien, vous mettez l'accent sur le caractère en disant « Ah, félicitations, tu as fait preuve de discipline, tu as fait preuve de diligence. Wow, on voit que tu es un garçon ordonné parce que tu as tout mis en ordre. » Alors, à ce moment-là, vous allez lui dire, vous allez mettre en valeur son caractère lorsqu'il fait un bon coup. Si, par exemple, il doit être repris, là, on ne touche pas au caractère, on touche à l'action. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'il s'identifie à ses mauvais coups. On veut que son caractère soit associé, justement, à sa personnalité. Mais lorsqu'il fait quelque chose de mal, de dire « Oh, par exemple, sa chambre est en désordre », mais là, vous ne dites pas « Ah, ben, tu es un enfant désordonné ». Non, ta chambre est en désordre. Elle a besoin d'être rangée. Et lorsqu'il le fait, tu vois, comment est-ce que tu te sens bien maintenant? Parce que quand ta chambre est en ordre, là, bien, ça met en valeur que tu es quelqu'un d'ordonné. Alors, lorsque on veut édifier, encourager notre enfant, eh bien, on met l'accent sur son caractère. Et après, on donne l'exemple par des faits qu'on a observés. Si on veut le reprendre à ce moment-là, eh bien, on met l'accent sur l'action pour pas qu'il s'identifie ou sa mauvaise action fasse partie de son identité. Lorsqu'on fait une mauvaise action, c'est quelque chose à corriger, mais on ne veut pas s'identifier aux mauvaises actions qu'on fait. On veut justement les corriger. On ne veut plus retomber, on veut apprendre de nos erreurs. Et c'est comme ça qu'on apprend de nos erreurs. Alors, si vous avez besoin d'un regard extérieur, eh bien, je vous invite à m'écrire. Si vous avez des questions, si vous voulez que je puisse vous donner un reflet d'une situation, ça va me faire plaisir.
de répondre à vos questions à Éric Lantier, à commercial marsvenuscoaching.com. Éric Lantier, à commercial marsvenuscoaching.com. Et la semaine prochaine, de quoi va-t-il être question? Est-ce que notre enfant a le droit de commettre des erreurs? C'est la réponse à laquelle je vais vous apporter de l'information. Je vais répondre à cette question avec enthousiasme et avec joie. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Merci et au revoir.